Welcome back to the session. We took an early break, so now we go forward, full speed. The plane will take off. The engine's really, really high now. It's a great pleasure to introduce the next speaker, Professor David Pasquier from University of Lille. He is an associate professor at the University of Lille in the Department of Radiotherapy, Centre Lambret. He has obtained in 2017 the habilitation to conduct high-level research and to guide PhD and advanced thesis. He is a praticien hospitalier spécialiste des centres de lutte contre le cancer, chef de clinique, assistant between 2002 and 2005. He is president of the Bureau of Translational Research at the University of Lille, Centre Lambret, and he has done research and a lot of activity in this area, and he is in the Department of Precision Medicine. He was trained and did some research in the Department of Precision Medicine at the Maastricht University Center, and then also in the radiotherapy department of our own hospital, Saint-Luc in Brussels. He will present his lecture in French, but will have the slides in English. So in this way, I think we will be multilingual. Thank you for your presence. Yeah, I have a quite long talk, so I will switch to French. I'm afraid to don't be on time. Okay, so, merci pour votre invitation. Nous allons donc parler de l'irradiation du cancer du sein, qui est bien sûr un très ancien traitement, avec peut-être les premiers traitements à la toute fin du 19e siècle. Alors, les continents se disputent, vous le savez, la paternité de la première patiente traitée, ça n'a aucune importance, mais on a vu apparaître les premiers référentiels de prise en charge, en tous les cas au tout début du XXe siècle. Et puis on ne peut pas faire autrement que de montrer cet autoportrait de notre collègue français, alors qui était peintre d'abord, qui a fait les beaux-arts, avant de se lancer dans des études médicales, dont on devine qu'elles étaient sûrement un peu plus simples, un peu plus courtes à l'époque qu'elles ne le sont maintenant. Alors, si on s'intéresse bien sûr à l'irradiation, c'est le standard après une chirurgie du sein, une chirurgie en tout cas qui conserve le sein sur la foi de ces données qui sont anciennes, alors qui sont très connues, mais qu'on doit montrer néanmoins. On voit que cette irradiation en post-opératoire après une chirurgie qui conserve le sein permet de baisser de façon très nette le risque de récidive et permet également un gain en survie globale. Si on s'intéresse uniquement à droite aux patientes qui sont PM0, on voit encore qu'on diminue de beaucoup, de plus de moitié, ce risque de récidive locale et on conserve là encore un gain en survie globale de l'ordre de 3%. Si l'on reste quelques secondes encore sur ces bases un peu anciennes, mais c'est important, on voit ici le bénéfice en termes de survie sans récidive de l'irradiation chez ces patientes, encore une fois, les patientes traitées dans les années 80 et 90, donc pas les patientes que l'on traite actuellement, mais on voit le bénéfice de cette irradiation en fonction de l'âge, de la taille, PT1 ou PT2, et du grade. Et on devine d'ores et déjà, sur ces données anciennes, qu'il existe un groupe de patients pour lesquels, sans doute, on peut alléger les traitements, voire ne pas traiter ces patients. On l'a dit, les patientes que l'on traite ne sont plus les patientes de ces essais avec le dépistage. Les stades sont beaucoup plus précoces qu'ils ne l'étaient dans ces années passées. Et puis, les améliorations dans la chirurgie, dans les traitements systémiques ont très sûrement fait baisser le risque de récidive en comparaison de ces données. La radiothérapie est associée, on l'a vu, à deux types de complications. Tout d'abord, la fibrose qui se traduit sur un plan esthétique, sur un plan cosmétique, pour reprendre un peu le terme anglais, avec des résultats ici, en post-opératoire en haut, et puis des résultats plutôt bons pour la patiente qui est à gauche, plutôt moyens, avec là une fibrose à 2 ans, avec une ascension du sein, et puis un résultat plutôt mauvais à 2 ans pour la troisième patiente. C'était l'essai qui évalue le boost, j'en parle dans quelques minutes. L'autre grand item, bien sûr, en particulier pour les patientes qui sont irradiées pour le sein gauche, ce sont les complications cardiaques, alors avec les données de Darby et de Taylor, qui elles aussi sont discutables parce que basées sur des données qui sont anciennes,
des patientes traitées dans les années 60, et on a ici sur cette courbe eh bien, le risque relatif de complications cardiaques en fonction de la dose moyenne au niveau du cœur. Je voulais prendre 3 à 4 minutes pour vous présenter les progrès techniques et technologiques de nos traitements qui ont contribué en quelque sorte à alléger l'ensemble de nos traitements, quelles que soient les patientes, quels que soient les volumes que l'on traite. Alors nous sommes passés des techniques des années 90 à 2000, alors tout ça n'est pas bien sûr binaire, à l'implémentation de l'imagerie et du scanner dans la préparation de notre traitement. Donc avec le scanner, dans les temps un peu plus anciens, mais pas si anciens que ça, la préparation se faisait d'après des repères osseux ou même à la peau de la patiente. Et donc, on avait une connaissance assez approximative des doses que l'on donnait chez nos patientes. Cette préparation avec le scanner nous permet donc de définir coupe par coupe pour chaque patiente les volumes que l'on veut traiter et les volumes que l'on souhaite épargner le plus possible, bien sûr le cœur et les poumons. Avec ces référentiels de contourage, on voit que ce n'est pas si vieux que ça. Ici, donc, vous avez le référentiel de 2015 de l'Estro et puis un référentiel un peu plus récent de 2019 chez les patientes dont on a parlé, qui bénéficient d'une chirurgie de reconstruction immédiate, le but étant de tenter, là encore, de baisser le risque de fibrose chez ces patientes. Donc tout ça n'est pas si lointain. Autre progrès, la modulation de l'intensité, qui a pour but premier, dans le cancer du sein, de rendre la dose la plus homogène possible dans le sein. Ce n'est pas le cas pour d'autres cancers, mais vraiment là, on souhaite avoir la dose la plus homogène dans le sein pour pouvoir éviter ces surdosages que l'on avait dans le temps dans le sillon sous-mammaire. Des essais randomisés ont montré un bénéfice pour cette technique. Ce sont des essais un peu anciens déjà, avec des bénéfices en termes de complications à court terme, mais aussi un bénéfice en termes de complications sur le très long terme, en particulier sur les changements esthétiques et sur la diminution de volume du sein. Autre avantage de cette technique, ce n'est pas le premier avantage, mais cette technique permet également de baisser les doses les plus importantes, les plus élevées. Ne baisse pas la dose moyenne, mais baisse les doses les plus élevées, en particulier sur la coronaire antérieure, qui est peut-être un marqueur un peu plus pertinent que la dose moyenne cardiaque. Si l'on s'intéresse à la préservation du cœur, il faut aller plutôt vers des techniques d'inspiration profonde qui permettent bien sûr de pouvoir éloigner le cœur de la zone que l'on va traiter. On voit sur ce papier qui a été publié en 2019 que cette technique permet donc de baisser la dose moyenne de l'ordre de 35%, y compris chez des patientes que l'on traite sur tous les volumes. Il existe à peu près une quinzaine d'études de comparaison des deux techniques, et cette baisse de la dose moyenne est plutôt de l'ordre de 50%, et elle est du même ordre pour la diminution de la dose à la coronaire antérieure. Alors ces techniques, quand elles sont apparues, étaient un peu compliquées. On voit ici à gauche une patiente qui respire dans un spiromètre avec un pince-nez, un retour vidéo de ses cycles respiratoires dans des lunettes. C'était un peu anxiogène, assez compliqué. Les patientes devaient suivre un entraînement, ça prenait du temps. Et donc, de façon plus simple, ces techniques sont maintenant associées à des techniques qui repèrent la surface de la patiente avec des nappes de laser qui permettent donc de suivre en temps réel le mouvement de la patiente et s'assurer que cette irradiation ne se fait bien que dans les temps d'inspiration profonde bloqués chez nos patientes. Cette frise reprend les progrès donc, qui ont permis, encore une fois, d'alléger les séquelles de nos traitements. Nous sommes passés de techniques des années 90-2000 sans imagerie, on l'a dit, avec une connaissance quasiment nulle ou très faible des doses que l'on délivrait dans nos patientes, donc y compris au niveau du sein. L'intégration du scanner dans les années 2000 à 2010 avec des doses moyennes cardiaques plus faibles de l'ordre de 1 à 3 gray, pour le sein gauche bien sûr, et l'implémentation de la modulation de l'intensité et de l'inspiration profonde, si bien que nos patientes maintenant, à l'heure actuelle, traitées pour un sein gauche, ont toutes, ou quasiment toutes, des doses moyennes inférieures à 1 gray.
pour poursuivre. Alors, si l'on veut maintenant alléger nos traitements, on peut jouer sur 3 leviers. Le nombre de séances, le volume, ne traiter qu'une partie du sein, et la dose. On traite ou on ne traite pas. Si on parle du nombre de séances, de la même façon, on ne peut pas ne pas montrer les travaux de nos collègues anglais qui sont très très actifs sur le sujet, avec les fameux essais START A et START B, qui ont fait de ce schéma, en 15 séances, un standard actuel. Alors, ce n'est pas si ancien que ça, il faut toujours du temps pour s'approprier ces standards. Et ce schéma, en 15 fractions, a en plus un bénéfice en termes de complications tardives. On le voit sur ce graphe-là. Si on le compare au schéma qui était de standard de 50 degrés en 25 séances, eh bien on voit moins de diminution de volume mammaire, moins d'induration et moins de complications au niveau de la peau. Donc ce schéma, en 15 fractions, est le standard actuel chez les patientes de tout âge. Nos collègues sont allés plus loin, alors un très grand pas plus loin. On ne pensait pas, pour être franc, aller jusque-là dans la décroissance du nombre de séances si on parle toujours de l'irradiation de l'ensemble du sein. Et donc, dans cet essai, nos collègues ont comparé ce schéma en 15 fractions à 2 schémas en 5 fractions sur l'ensemble du sein. Donc 2 schémas de 26 et de 27 degrés. C'est là encore un très grand essai avec plus de 4000 patientes. On voit néanmoins que la taille médiane est faible de 1,6 cm avec des tailles qui sont quasiment maximales de 2,2 cm. Les patientes pouvaient avoir eu un traitement par chimiothérapie. Un quart des patientes avaient un boost au niveau du site opératoire. Les résultats sont connus maintenant, voilà. Avec un suivi médian de l'ordre de 6 ans, eh bien, il n'y a pas de différence en termes de contrôle local de la maladie. Nous sommes à moins de 3% à 7 ans pour l'ensemble de ces schémas, et peut-être même une tendance plutôt favorable pour les schémas en 5 séances. Mais par contre, un peu plus de complications locales dans le groupe des patientes traitées en 5 séances avec la dose la plus élevée de 27 degrés. Alors c'est une évaluation qui est faite par les médecins. On peut avoir toujours quelques petits doutes, mais bon. Mais si on s'intéresse aux évaluations sur photo, quand les médecins ne savent pas quelle est la dose qui a été donnée, on voit là encore plus de changements d'aspect du sein dans le groupe de 27 degrés comparé au groupe de 40 degrés. Ce n'est pas le cas avec le schéma de 26 degrés en 5 séances qui est maintenant maintenant implémenté dans nos services. On va voir pour quelle patiente dans quelques minutes. On peut jouer donc également sur le volume. On passe d'une irradiation de l'ensemble du sein à une irradiation partielle du sein. 2 essais sont publiés. Ils sont connus, donc là encore, un essai qui est nord-américain avec des critères d'inclusion peut-être un peu trop laxistes, on ne sait pas, jusqu'à 3 N+, si bien que dans cet essai, environ 10 à 11% des patientes étaient PN+. Le but premier était encore le contrôle local au niveau du sein. Les critères de l'équivalence n'étaient pas respectés, ils étaient sans doute un peu stricts. On voit une surincidence de la récidive locale au niveau du sein en défaveur de cette irradiation partielle du sein, mais cet écart est très très faible. Et puis, une alerte qui est plus embêtante à mon sens, dans cet essai rapide, c'est le même schéma de 38 degrés en 10 séances sur 5 jours, 2 séances par jour. Pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais ça c'est plus embêtant parce qu'on voit dans cet essai plus de complications tardives au niveau du sein, en particulier en termes de fibrose, de complications esthétiques, de complications au niveau de la peau. Et encore plus embêtant, parce que c'est le plus important, c'est bien sûr de demander l'avis des patientes, ce n'est pas l'avis du médecin qui est le plus important. Si on demande ici l'avis des patientes, alors ma souris n'est pas là mais c'est pas très grave, donc c'est là. Si on demande l'avis des patientes, eh bien 2 fois plus de patientes estiment que le résultat esthétique est pas bon ou pauvre après ce type de traitement très partiel et très rapide. Toujours dans le cadre d'une irradiation partielle, un schéma qui est plus simple à mettre en œuvre, encore nos collègues anglais qui ont comparé le schéma A à une irradiation partielle, c'est le bras C, qu'on ne voit pas très bien ici, mais avec des critères d'inclusion qui sont très proches.
de ceux que l'on vient de voir, un suivi médian de l'ordre de 5 ans. Là encore, pas de différence en termes de survie sans récidive locale, pas d'écart en tout cas en termes de survie sans récidive intramammaire, et un bénéfice, c'est intéressant, un bénéfice en termes de complications locales, moins de changements d'apparence du sein en faveur de cette irradiation partielle, moins d'induration du sein, là encore, en faveur de ce schéma, en 15 fractions sur 3 semaines, dans le cadre de cette irradiation qui est donc partielle. Il existe d'autres techniques pour les irradiations partielles du sein, alors qui sont moins répandues, bien sûr, ces irradiations intraopératoires. On peut passer assez rapidement sur le premier essai, Elliott, qui employait des électrons. C'est un essai qui est clairement négatif, avec une surincidence très nette des récidives locales en défaveur de cette irradiation partielle du sein. Et le second essai, qui est Targit, qui est un essai très controversé, qui fait couler beaucoup d'encre à chaque nouveau papier. On voit alors une discrète surincidence des récidives dans le groupe de l'irradiation partielle, mais l'hypothèse statistique était un peu lâche, peut-être, on ne sait pas. C'est un essai qui est en tout cas très controversé. La curéthérapie, qui permet également donc une irradiation partielle du sein avec les deux principaux essais randomisés. Le premier, le plus ancien, je vous le montre parce que la mise à jour a été faite il y a juste quelques mois avec un suivi médian de l'ordre de 15 ans et plus. Alors c'est un peu moins que ces 16 ans et quelques mois, mais un très long suivi. Alors ces deux essais randomisés nous montrent quoi? Nous montrent que le taux de contrôle local est très bon, pas plus de récidive intramammaire après curéthérapie, donc du sein, bien sûr, au niveau du foyer opératoire, en comparaison avec une irradiation de l'ensemble du sein, et un bénéfice sur le plan esthétique qui n'est retrouvé par contre que dans le premier essai et pas dans l'essai du Jacques Estro. Pas de bénéfice sur le plan esthétique en comparaison avec des irradiations partielles, en tout cas de 50 degrés en 25 fractions. Et puis le troisième levier sur lequel on peut jouer, c'est la dose. On traite ou on ne traite pas. Bon. Donc en tout cas, on baisse la dose physique. Si l'on revient aux indications d'irradiation de l'ensemble du sein, on a parlé il y a quelques minutes de complément de dose, donc de boost, que l'on donne au niveau du site opératoire. Alors on fait ça sur la foi de cet essai en particulier. Il y a 2 ou 3 essais, mais je crois que celui-là est le plus démonstratif. C'est l'essai de l'ERTC qui montre un bénéfice en termes de contrôle local avec ce complément de dose. Ce bénéfice persiste toute la vie de la patiente, près de 20 ans après le traitement local, et on voit qu'il est d'autant plus important que la patiente est jeune à l'âge où elle est traitée. On voit ici donc ces écarts de contrôle locaux, en tout cas de survie sans récidive mammaire, en fonction de l'âge de la patiente. Mais par contre, comme souvent, cette augmentation de dose a un coût en termes de complications locales et a un coût en particulier sur le plan esthétique, même si les techniques de l'époque sont tout à fait obsolètes par rapport à celles que l'on emploie maintenant. Donc, il est maintenant acquis, on est passé d'une prescription peut-être quasiment automatique de ce complément de dose à une prescription plus adaptée au risque de la patiente, et il est maintenant acquis dans tous les référentiels que les patientes les moins à risque de récidive peuvent ne pas avoir de boost. Il s'agit en particulier des patientes de plus de 50 à 60 ans, ça dépend des référentiels, avec des tumeurs de faible grade et de petite taille. Un pas plus loin, encore une fois, peut-on ne pas traiter les patientes? Peut-on ne pas les irradier? La réponse est sûrement oui. Il faut s'intéresser là plutôt aux essais les plus récents. Je montre à nouveau les données plus anciennes de l'EBC-TCG. Il faut s'intéresser aux essais randomisés les plus récents. On va faire un focus sur 2 de ces essais. Le premier, c'est PRIME, qui incluait des patientes de plus de 65 ans avec des tumeurs de 3 cm, plutôt de grade 1 à 2, donc les patientes étaient irradiées ou pas. Et on retrouve, alors ce que l'on savait déjà, ce taux de récidive mammaire de l'ordre de 10% à 10 ans chez les patientes qui ne sont pas irradiées. Bien sûr, il n'y a pas de différence en termes de survie globale. L'irradiation mammaire n'impacte pas, n'améliore pas la survie globale chez ces patientes qui ont un pronostic très bon.
Autre essai qui est plus ancien mais qui est intéressant puisqu'il faut se poser la question aussi de l'omission de tous les traitements adjuvants, pas que de l'irradiation. Et là, c'est un essai à 4 bras. C'est un essai qui est intéressant puisqu'il concerne également des patientes jeunes. On voit que l'âge médian dans cet essai est de 57 ans, donc c'est l'âge médian du cancer du sein dans nos contrées. Il s'agissait de patientes avec des tumeurs de moins de 2 cm, de grade 1 ou en tout cas de bon pronostic, et elles étaient donc randomisées entre pas de traitement adjuvant en post-opératoire, une irradiation de l'ensemble du sein, le tamoxifène seul ou les deux. Et avec un suivi médian de 10 ans, eh bien, on retrouve les données que l'on vient de voir, en tout cas proches. Le taux de récidive à 10 ans est de l'ordre de 22% sans traitement complémentaire, de 8 à 10% avec l'un ou l'autre de ces deux traitements et de 2% si on combine les deux. Donc cette omission de l'irradiation est maintenant dans les référentiels, en particulier pour les patientes à faible risque de récidive, dont la définition est à peu près consensuelle, même si elle est peut-être un peu frustre, à savoir les patientes les plus âgées, avec des tumeurs qui expriment les récepteurs aux hormones CN0 et PT1. Une remarque quand même, on peut estimer que la compliance de l'hormonothérapie dans les essais randomisés est bien meilleure qu'elle ne l'est dans la vie réelle. Donc on peut se poser la question de la surveillance et de la compliance de l'hormonothérapie chez des patientes qui ne seraient pas irradiées. Des essais en cours ont pour but de pouvoir préciser ce choix avec des biomarqueurs qui sont connus, que je ne vais pas donc citer, mais qui sont connus. Et puis, un item qui n'a pas été assez évalué dans ces essais un peu anciens, c'est la qualité de vie de ces patientes. Elles ont un pronostic très bon, donc il s'agit de ne pas les surtraiter. On peut omettre, pourquoi pas, 1 ou 2 traitements, il faut savoir lequel. On va le voir, il faut leur poser la question. Et je trouve que cet essai qui est en cours, qui est très intéressant, c'est une phase 3, qui s'intéresse aux patientes dont le pronostic est très bon, de plus de 70 ans, avec des tumeurs de petite taille, avec une tumeur qui exprime les récepteurs aux hormones, et dans cet essai est donc randomisée une irradiation partielle du sein à une hormonothérapie. Le principal objectif, c'est plus la survie sans récidive, puisqu'on sait que c'est très très proche et que c'est plutôt bon, mais c'est la qualité de vie. Et ça, c'est vraiment très très important. En conclusion, on l'a vu, la technique a permis d'alléger l'ensemble de nos traitements. Si on s'intéresse à l'irradiation de l'ensemble du sein, le standard, c'est 15 séances. Là, il n'y a plus de doute, c'est 15 séances. Ce schéma, en 5 séances, par contre, bon, c'est un peu plus incertain. Est-ce qu'il faut l'appliquer à toutes les patientes ou à la majorité de nos patientes? Vous voyez, ça fait l'objet de débats à l'Estro l'année dernière. Il va encore y avoir une journée, enfin, pas une journée, mais une session spéciale à l'Estro qui commence là, qui commence aujourd'hui. C'est encore un peu incertain, mais on peut, sans crainte aucune, vraiment implémenter ces schémas en 5 séances sur l'ensemble du sein, en tout cas chez les patientes les plus à faible risque, chez les patientes, pour le dire plus simplement, les patientes les moins à risque de récidive. Un consensus de l'Estro a été publié en 2022. On devine que le consensus n'a pas été simple à obtenir, puisque le consensus, c'est ça peut être un standard, ou ça peut être une étude clinique ou un registre. Bon, en tout cas, on peut le faire sans risque aucun chez les patientes à faible risque. Si l'on s'intéresse à l'irradiation partielle, il faut se rapprocher des référentiels de l'Estro et des référentiels du NCCN qui sont les mêmes, qui sont vraiment symétriques. Il s'agit de patientes de plus de 50 ans avec des tumeurs de moins de 2 à 3 cm, avec des berges saines, qui expriment les récepteurs aux hormones, plutôt de grade 1 à 2 et sans embol vasculaire, avec, je crois que c'est plutôt pas mal, des tumeurs unicentriques pour le référentiel de l'Estro, qui conseille aussi les schémas, à savoir des schémas en 15 séances ou en 5 séances. Pas le schéma en 10 séances sur 5 jours. Pour terminer, chez ces patientes à faible risque de récidive, la sélection du traitement ou de l'absence de traitement doit se faire bien sûr sur ce risque de récidive, sur la balance avantages-inconvénients des traitements qu'on peut leur proposer, plus ou moins courts, plus ou moins complexes, la qualité de vie qui n'a pas, à mon sens, été, et je pense, évaluée assez finement dans ces essais un peu anciens, mais des essais sont en cours,
Des biomarqueurs sont en cours d'évaluation pour tenter de nous aider à préciser ces choix. Et puis, il faut informer, bien sûr, les patientes de la façon la plus complète qui soit pour qu'elles puissent prendre part à ce choix ou au choix du traitement, au choix du schéma, ou même à l'absence de traitement après leur mastectomie. Merci à vous. Merci beaucoup. Des questions dans la salle. Merci beaucoup pour votre exposé. Question de quelqu'un qui connaît mal le problème, mais est-ce que la protonthérapie a une place dans ce traitement? Parce que quand on voit chez les enfants la possibilité de frapper de manière très ponctuelle, c'est évidemment quelque chose qui paraît être important. C'est une très bonne question. Alors, c'est une question un peu préliminaire, on n'a pas de réponse encore, effectivement. Votre question... pardon. Oui, c'est une très bonne question qui sous-tend bien sûr la protection des organes à risque, en particulier cardiaques. Je vais sans botter en touche, je pense qu'il faudra des essais cliniques, voilà, ou en tout cas des registres pour quantifier le bénéfice. On a vu que nos pratiques actuelles permettent quand même d'obtenir des doses cardiaques très très faibles, bien plus faibles que celles décrites dans les papiers qui sont à l'origine de ces courbes, de ces fameuses courbes dose moyenne, risque de complications cardiaques. On a quelques doutes sur la validité de ces données, mais il est possible que chez des patients, en tout cas les plus fragiles, sélectionner des protons puisse être un plus pour, alors là, optimiser vraiment complètement la protection cardiaque. Mais il faudra en passer par des registres, au moins par des registres, en tout cas par de la recherche clinique.